Écriture et aventure sont les maîtres mots qui l'animent. Depuis plus de 30 ans, il multiplie les expéditions à travers le monde. Il les raconte dans des films et dans des livres. C'est l'écrivain Patrice Franceschi que nous recevons sur le plateau de Lumière Intérieure ce soir. Bonsoir Patrice Franceschi. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous venez de publier aux éditions du Seuil un très beau livre qui est très richement illustré de photos, dont certaines remontent à votre plus tendre enfance. Et ce livre, il s'intitule « La vie que j'ai voulu ». Alors, avant de rentrer dans le détail de ce livre, je voulais vous proposer qu'on s'attarde 2 minutes sur le titre « La vie que j'ai voulu », puisque, contrairement à quand même beaucoup de gens sur cette planète, vous avez la chance d'avoir vécu la vie que vous avez voulu. Est-ce que vous en éprouvez de la gratitude ? Alors, c'est un choix, mais en fait, la vie que j'ai voulu, le titre, c'est un clin d'œil à un grand explorateur britannique pour lequel j'ai beaucoup d'admiration, qui est Wilfred Thesiger, et qui, quand elle a écrit ses mémoires, les a appelés « La vie que j'ai choisie ». C'est un livre fantastique d'un explorateur d'avant-guerre et juste d'après-guerre. Et quand j'ai écrit ce livre de mémoire photographique, quand même 500 pages, 700 photos et tout cela, en hommage à Thesiger, et pour bien signifier qu'il y avait une sorte aussi de continuité, j'ai mis, non pas la vie que j'ai choisie, mais la vie que j'ai voulu. Voilà. Parce que c'est très important. Finalement, la grande question que chaque être humain, chacun d'entre nous devrait se poser très jeune, si possible, mais même plus tard, si on ne l'a pas fait à temps, c'est, au fond, qu'est-ce qui importe si ce n'est d'être propriétaire de sa vie ? D'en faire quelque chose. Et d'en faire quelque chose, c'est aussi à minima un objectif qui est de sortir de la vie meilleur qu'on y est entré. Rien que cette décision et ce choix rend la vie beaucoup plus exaltante qu'elle ne l'est si on ne se pose pas cette question. Et donc, vouloir sa vie, savoir ce qu'on veut en faire, prendre les risques et avoir le courage de sauter hors des rails la plupart du temps pour obtenir la vie que l'on veut, la vie que l'on a choisie, c'est l'acte fondateur, ça devrait être l'acte fondateur de chaque jeune. Alors vous l'avez dit, il faut du courage, le courage de sauter hors des rails, pour reprendre votre expression. Vous avez sauté hors des rails, puisque vos parents, votre famille corse, avaient décidé pour vous que vous seriez médecin. Pour vous, c'était absolument hors de question. Vous avez sauté des rails en fuguant, à l'âge de 18 ans. À l'époque, on n'était pas encore majeur. Vous avez appris une fois en Patagonie que vous l'étiez devenu, c'est assez drôle. Et donc, on est en janvier 1974, le 21 janvier. Vous écrivez « Ce jour-là, je suis vraiment né. Ce n'était pas une fugue pour fuir, mais un départ pour exister. » Racontez-nous. J'avais la chance, quand j'étais vraiment enfant, 10, 12, 14, 15 ans, de savoir très bien ce que je voulais. Vivre comme dans les livres, écrire des livres, toutes sortes de livres. Vous avez dit c'est une chance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne savent pas du tout ce qu'ils veulent faire. Ouais, c'était comme ça, c'est un mystère pour moi. Vous l'aviez toujours su ? 10, 12 ans. Aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, je voulais faire que 2 choses. Écrire des livres, toutes sortes de livres. Je vivais avec des livres, ma mère me disait quand j'étais enfant, j'avais des livres, je dormais avec plein de livres sur moi. Submergé. J'adorais les livres. Et puis là, le côté physique des livres, le côté charnel, leur odeur, leur toucher, etc. Et vivre toutes sortes d'aventures. Toutes les aventures possibles. Vous avez été exaucé. Alors, je voulais être, en gros, écrivain aventurier. Mais quand, à 13 ou 14 ans, on me demandait qu'est-ce que tu vas faire plus tard, que j'ai l'écriture, l'aventure, et je me dis, mais c'est pas un métier. Tu vas faire autre chose, médecin. C'était très bien pour moi, la médecine. C'était génial. Mais ce n'était pas ce que je voulais. Ça ne m'apporterait pas la littérature et l'aventure, 2 choses pour moi consubstantiellement liées. Et donc, à 18 ans, quand on m'a mis en médecine, eh bien, qu'est-ce que je devais faire ? Choisir ma vie et donc me libérer d'un carcan, sauter hors des rails. Et à l'époque, il ne pouvait y avoir qu'une fugue. Une lettre sur la table, on s'enfuit, mais on se libère. Et ce jour-là, on se trouve. Et donc, j'étais heureux. Je n'avais rien, ni nom, ni fortune, pas d'argent dans les poches. Et je me sentais très libre. Alors après, évidemment, les gendarmes vous cherchent, parce que votre famille vous fait rechercher. J'étais en Guyane, puis au Brésil, puis en Patagonie. Et puis, je deviens majeur par les hasards de la politique. Giscard d'Estaing décide en 1974 que la majorité serait à 18 ans. Et je suis majeur. Je rentre sur un cargo brésilien, le Petropolis, une autre grande aventure. Et je commence ma vie. L'année suivante, je suis chez les Pygmées du Congo. Et je vais passer l'essentiel, la plus grande partie de ma vie dans des sociétés autres que la mienne. Voilà. Donc, la vie que j'ai voulu, c'était ce choix. Et j'étais prêt, pour être libre et l'avoir, à en payer le prix. Et même au double du prix que la vie aurait exigé, pour être libre et choisir ma vie, je l'aurais fait. J'allais le dire, le prix, il est quand même lourd à payer parce qu'il y a la mise en danger, vous parlez de la jungle, comme d'un monde végétal qui renvoie l'homme à sa petitesse, à sa finitude. Vous avez vécu dans des conditions extrêmes, dans des montagnes où il fait très froid. On vous voit en train de manger des fourmis grillées pour seul repas. On pourrait se dire, pourquoi s'infliger ça ? Est-ce que vous n'avez jamais craqué, jamais faibli ? En fait, je me suis aperçu assez vite, petit à petit, que l'aventure, c'était pas seulement l'accumulation d'événements
plein d'adrénaline, tout ce que l'on veut. C'était cela, mais c'était aussi l'obligation de penser ces événements pour les transformer en conscience, et que l'aventure, finalement, elle avait une valeur extraordinaire qui était peut-être le plus grand outil de connaissance qui soit. Parce que pour connaître les choses, se jeter dans l'aventure, c'était peut-être le meilleur moyen de les voir vraiment. Et petit à petit, je me suis dit qu'il n'y avait que 3 questions fondamentales dans la vie que je devais me poser à chaque instant. Même quand je vous regarde là, je me les pose. Et en fait, c'est le monde, comment ça marche vraiment? La vie, qu'est-ce que c'est exactement? Et les autres, c'est qui précisément? Voilà. Le monde, la vie, les autres. Et il n'y a que l'aventure qui vous permet, en vous jetant là-dedans, de répondre à ces questions. Et les autres, je sais que vous avez rencontrés, parce que vous avez, on les voit dans votre livre, des galeries de photos entières de ces autres, partout sur la planète. Là, c'était les autres, qui y sont. Et j'aimais les peuples qui étaient les plus proches de la nature. Je n'étais pas un écologiste citadin. Donc je m'intéressais aux Pygmées, aux Indiens, aux Papous, aux Nilotiques, aux Tribussas de l'île Pentecôte, aux Sakudai des Mentawai, à tout ça. Et ça me permettait de savoir finalement les autres, ils fonctionnent comment. Voilà. Et puis la vie, c'était qu'est-ce que c'était. Et quand vous parlez de tous ces peuples, hein, des peuples nilotiques notamment, bon, les Pygmées sont plutôt doux, mais les peuples nilotiques sont pas tendres. Vous arrivez avec des gens qui se baladent tout nus avec des lances acérées, des boucliers en peau de bête. Vous n'avez jamais eu peur? En fait, la peur est consubstantielle également à l'aventure, au risque et au danger. Ça fait partie de tout ça, c'est un univers. C'est quelque chose qu'on accepte. C'est quelque chose qui est acceptable, qu'il faut accepter et qui est de toute façon exaltant. Et s'il y a finalement quelque chose qu'on doit donner à la jeunesse, c'est, surtout en cette époque, c'est de dire plutôt que de penser à ta retraite à 17 ou 18 ans, pense plutôt à choisir la vie que tu veux. Parce que sinon, c'est un grand piège. On ne pense pas à la fin de sa vie quand on la commence, franchement. Et l'exaltation que la jeunesse peut avoir quand elle est ardente, et elle l'est toujours. Les jeunes, ils sont exactement ce qu'on en fait, pas autre chose. À travers l'aventure, mais c'est un truc formidable. Accepter le danger, le risque, ça rend la vie bien plus intense et extraordinaire que quand on reste dans la volonté finalement de préférer la sécurité à la liberté. Ce sont les grands défis qu'il faut relever sans cesse. Donc pour moi, je ne m'infligeais rien. J'étais avec les Indiens d'Amazonie. Oui, je devais manger effectivement comme eux, des fourmis grillées avec un pain de manioc. Et alors? Je découvrais quelque chose, automatiquement. Et je découvrais que tous les peuples ne se ressemblent pas. On va mettre tous les peuples premiers, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire finalement le bon sauvage, sur le même plan. Non. Les Pygmées sont des gens très pacifiques, dans le Nord Congo, zone très dure. Et puis les Papous, par exemple, ou les peuples nilotiques, Toposaturela, sont des peuples très guerriers, qui ne cessent de se battre entre eux. Et je découvrais que finalement, très intéressant et très important petit à petit, que l'autre, les autres, bien que très différents de moi, et ça nous renvoyait parfois à la préhistoire, comme chez les Papous en Nouvelle-Guinée, en fait, il était mené par les mêmes choses qu'un Français, un Chinois ou un Sénégalais. L'intérêt et les passions. C'était ça qui menait le monde et qui faisait que les gens étaient tous les mêmes au-delà de leurs différences. Et peu à peu, quand j'ai fait en tant que marin le tour du monde pendant 3 ans, 1063 jours avec mon 3 mâts à boudeuse, l'idée à l'époque était, sur les peuples de l'eau, c'était de chercher dans tous les peuples que nous allions rencontrer pendant 3 années, finalement, les ressemblances qu'il y avait derrière les différences immédiatement perceptibles. Ça, c'était une quête philosophique de finalement un substrat de nature humaine derrière les différences. Et qu'il pouvait y avoir entre un papou, dont je ne parlais pas la langue, et qui vivait pratiquement comme un néolithique, et moi-même, en fait, beaucoup plus de ressemblances que l'apparence ne le laissait penser, notamment dans les motivations, la façon de fonctionner. Et que donc, par exemple, la guerre, ce phénomène incroyable, dont Héraclite disait il y a 2500 ans, la guerre est mère de toutes choses, il faudrait arriver un jour à le contredire, mais pour l'instant, il a raison, et bien que la guerre, on l'a trouvée aussi bien chez les Papous qu'en Occident. Simplement, elle était moins meurtrière parce que les moyens technologiques étaient plus faibles. Mais enfin, on se tirait des flèches et on se tapait sur la tête quand même pas mal. Et donc, finalement, le bon sauvage, en lui-même, il n'existait pas. Tout ça, c'est l'aventure qui nous l'apprend. On va pas l'apprendre en restant chez soi, ni même en lisant des livres. Il y a presque tout dans le livre, mais il n'y a pas tout à fait tout.
Il n'y a pas l'expérience. Alors, ce qui est amusant, c'est que finalement, vous étiez presque prédestiné, même si j'ai cru comprendre que vos frères n'avaient pas eu le même parcours, mais presque prédestiné à cette vie d'aventure, puisque vous étiez à peine né, que déjà vous embarquiez avec vos parents sur un paquebot en direction de la Côte d'Ivoire, et que pendant je crois, les 18 premières années de votre vie, vous avez comme ça bourlingué en Afrique notamment. Mon enfance et mon adolescence ont été effectivement entre des malles, des cantines, des sacs, puisque j'ai vécu au Sénégal, j'ai plusieurs années en Algérie, en Côte d'Ivoire, etc. Et une partie en France, bien sûr, mais en fait, toute mon enfance et mon adolescence a été faite d'un nomadisme qui me convenait. J'adorais ça. Est-ce que ça vous a un peu... J'ai fait 14 écoles entre le CP et la terminale. Quand même. C'est ce que m'a dit ma mère, 14 écoles. Donc c'est dire combien on bougeait, mais c'est pas un déterminisme absolu, puisque mes 4 frères n'ont pas choisi la même voie que moi, même si effectivement ils ont choisi des métiers assez dangereux, etc., mais c'était pas du tout la même chose. Donc il y a des mystères aussi entre l'inné et l'acquis et ce que l'on devient. On devient ce que l'on veut, en partie seulement, mais en partie aussi. Donc je veux dire par là que le choix de vie, notre libre arbitre, reste une chose très importante. Et on doit le voir comme ça, parce que à chaque instant, si on accepte de payer le prix, on peut changer de vie. La grande leçon de la vie, c'est quoi finalement? Après ces 40 années qui viennent de s'écouler pour moi, c'est pas que nous sommes sur des rails dont nous ne pouvons jamais sortir, c'est que si nous restons souvent sur des rails qui ne nous conviennent pas, c'est que nous ne prenons pas le risque, et là on est dans l'aventure, de sauter hors des rails pour avoir la vie que l'on veut. Il y a du risque, il y a du danger, il y a plein d'incertitudes, beaucoup d'insécurité. Mais si on décide que tout ça est exaltant et vaut mieux que la routine, alors tout va bien. On va amorcer la seconde partie de cette émission, qui est un peu inédite, puisque peut-être pour vous, un peu originale, puisque je vais vous laisser seul sur ce plateau, mais rassurez-vous, vous allez continuer de m'entendre. Donc on se retrouve dans quelques secondes. La vie, c'est le risque. La vie, c'est le risque, absolument, tout à fait ça. Soyons audacieux. À tout de suite. Est-ce que vous êtes bien installé, Patrice ? Du mieux qu'il est possible. Voilà, mettez-vous vraiment à l'aise. Cette partie consiste à vous proposer un certain nombre de mots. À charge pour vous de me dire ce qui vous inspire. Le premier d'entre eux, on a eu l'occasion d'en parler déjà beaucoup, mais je sais que c'est un mot qui vous est très cher, alors je vous le propose quand même, c'est le mot liberté. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, c'est ça? Absolument, que vous ne m'avez pas déjà dit, parce qu'on en a déjà pas mal parlé. Finalement, à l'image de mes camarades stoïciens, il y a longtemps, mais de ceux qui pensent encore dans cette filiation, c'est que sans liberté, tout le reste ne vaut plus rien, ou en fait est amenuisé. Et que donc, ce qui place une civilisation peut-être au sommet d'elle-même, c'est quand elle décide que tout doit être fait pour ses citoyens, pour en favoriser leur liberté, c'est-à-dire leur possibilité de penser et d'agir par eux-mêmes. S'il n'y a pas cela, tout le reste est sans grande importance. Voilà pourquoi il faut défendre la liberté ou les libertés en général, et pas seulement la liberté de consommer. Et que l'autre chose importante pour moi, c'est que si on ne veut pas que la liberté devienne quelque chose d'égoïste, de profondément ramené à soi, on ne doit pas seulement s'intéresser à sa liberté, mais à la liberté en général et la liberté des autres. C'est une des raisons pour lesquelles, quand j'avais 25 ans en Afghanistan au début de la guerre, et que la liberté des Afghans était écrasée, à l'époque, souvenez-vous, par l'une des 2 superpuissances de ce temps-là, les soviétiques, et il m'a paru essentiel que si je voulais défendre ma liberté, je devais aussi défendre celle des autres, et en l'occurrence celle des gens que j'aimais, qui étaient les Afghans. Voilà. Alors, vous parlez beaucoup des Afghans, des Kurdes, des peuples nilotiques, un peu moins de votre famille. Alors, je voulais, si vous voulez bien, qu'on en parle un petit peu, parce que dans toutes ces aventures tout à fait incroyables pour le commun des mortels, vous trouvez quand même le moyen de tomber amoureux, de vous marier. Elle s'appelle Marianne. Les épousailles ont lieu à Khartoum. Et donc, on peut se demander si vous aviez un peu de place dans votre tête, dans votre cœur, quand on voit à quel point l'aventure était essentielle pour vous. Même si l'aventure est essentielle, il y a autre chose. Il y a l'écriture, bien sûr, parce que pour moi, écriture et aventure sont consubstantiellement liées. Je ne peux pas les séparer. Je les vis tout le temps en même temps.
Mais il y a aussi, effectivement, la famille. Il y a les amis. Il y a les amours. Il y a tout ce qui engage une existence, au-delà de l'aventure et de l'écriture, mais qui, pour moi, c'est quand même un neige enchanté. Tout cela se mélange dans le tourbillon de la vie et fait que tous, en se mélangeant, finalement, se serrent l'un l'autre pour leur donner une densité plus importante. Ce qui m'intéresse, c'est la densité de vie. Ce qui est important, vous dites, je parle beaucoup des Afghans, des Kurdes et des autres, oui, parce qu'il ne faut pas parler que de soi-même, évidemment, et parce que de toute façon, ma vie est liée à tout cela. Et que j'aurais du mal à séparer les choses les unes des autres, en vérité. Et quand je dis que mon obsession le matin, quand je me lève, homme libre, je peux faire finalement ce qui me paraît le plus important, en prenant le risque de le faire, il y a cette idée que, au fond, il faut faire de chaque seconde une vie entière. Et alors, la vie devient comme un élastique, le temps devient comme un élastique, on peut étirer jusqu'à la rupture, et qu'on peut ainsi densifier sa vie et s'apercevoir que pour la densifier, pour la rendre plus intéressante pour soi et pour ceux qui vous entourent, famille, amis, il faut vivre dans les 3 temps. Il faut vivre sans cesse, à chaque instant, pas seulement dans le temps présent, mais dans le passé, le présent et l'avenir. Le passé, c'est notre force selon ce qu'il a été. Le présent, c'est l'action immédiate, notre façon d'être au monde. Et l'avenir, c'est ce que l'on fait maintenant en le pensant pour demain. Et vivre dans les 3 temps en même temps, pour moi, c'est un des secrets que j'ai découvert assez tard d'ailleurs, plutôt à la maturité, et qui pouvait rendre la vie intense. Voilà. Puisque vous parlez de vivre dans ces 3 temps en même temps, ça me fait penser au nomadisme et à cette idée effectivement de bouger d'un point à un autre. Vous avez une fascination pour les nomades, vous décrivez une habitude des sacs, des valises, des cantines, vous concernant également puisque ça a été toute votre vie. Et vous dites être nomade finalement, c'est un état d'esprit bien plus que l'habitude de bouger. Absolument, c'est pour ça que quand on me demande souvent est-ce que vous êtes un écrivain voyageur, je dis non. Écrivain aventurier, oui, mais le voyage n'est qu'une apparence. On peut être parfaitement libre et heureux dans ce studio, entre 4 murs, pendant très longtemps. D'ailleurs, quand j'écris un livre, c'est généralement pour les romans, où je m'enferme pendant des mois. Je n'ai pas besoin à ce moment-là de grands espaces, si les grands espaces sont dans ma tête. Donc la vie intérieure mêlée à la vie extérieure fait que finalement ce qui importe c'est l'aventure, c'est pas le voyage, et que le fait d'être nomade, c'est la liberté suprême matérielle. Et c'est un état d'esprit. Penser que finalement le bonheur n'est pas attaché à posséder ceci ou cela, et être nomade, bien sûr que c'est un état d'esprit. C'est quelque chose qui, tout est ramené à la fin à une conscience. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que vous avez compris très tôt que le secret du bonheur ne dépendait pas finalement de l'acquisition de biens matériels, ni de la réussite sociale d'ailleurs, mais de trouver l'adéquation entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Et ça, vous y avez plutôt réussi, non ? Oui, mais ça ne s'est pas passé tout de suite. Quand j'avais 20 ans, par exemple, ou 21, ou 22, ou 23, chez les Pygmées, les Indiens, les grandes aventures, quand à 23 ans, j'ai décidé de suivre le Nil de sa source à la mer, seul, à pied, comme ça durait 8 mois, pour connaître un fleuve et les gens qui l'habitaient, ce qui m'intéressait chaque jour, c'était le soir, je me disais, bon, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui ? On était à la chasse au puma avec les Indiens, on a tué un puma, on l'a mangé, le collier de griffe est autour de mon cou. Ouais, super, il s'est passé quelque chose. Le coup d'après, il y a eu une tempête, on a fait naufrage avec notre pirogue, la Véronica. Super, il nous est arrivé quelque chose. J'étais attaché, Afghanistan pendant la guerre, c'était pareil, j'étais attaché à cette idée que la vie ne valait la peine d'être vécue que s'il y avait des événements puissants et forts chaque jour. Et que s'ils n'étaient pas là, il fallait aller les chercher. Après, je me suis aperçu que finalement, c'était peut-être un peu puéril d'une certaine manière, et en tout cas insuffisant. Il manquait à cela la pensée de ces choses-là. Il fallait réfléchir à ça. Et qu'au fond, l'intérêt de la vie, en transformant chaque expérience en conscience, comme je disais tout à l'heure, c'était de faire en sorte qu'on comprenne, comprendre, apprendre. Ça, c'était un truc intéressant. Pas seulement l'adrénaline ou l'extrême ou les choses comme ça. Raison pour laquelle, dans les aventures d'aujourd'hui, qui sont souvent des aventures dans la nature un peu extrêmes, elles me passionnent beaucoup moins dans l'exploit qu'elles représentent que dans cette pensée des choses, qu'il faut tout le temps. Et pour moi, je crois qu'il y a eu un tournant quand j'avais 30 ans, quand j'ai, en tant qu'aviateur, tenté le premier tour du monde en ULM. Il y avait cette idée
assez, un peu folle, le livre d'ailleurs s'appelait La folle équipée, de tenter un exploit aéronautique. Autrement dit, l'aventure c'était aussi d'aller hors des sentiers battus, sauter hors des rails, faire des choses qui n'avaient jamais été faites. Bien, ok, c'est une réalité à l'époque. Mais après ce tour du monde, en ULM, qui a duré 909 jours, 2 ans et demi, c'est là que j'ai commencé à me dire petit à petit que c'était très bien tout ça, mais il fallait mieux le penser. En fait, comme dit mon ami Gérard Chalian, la vie c'est un long déniaisement vers la maturité. Comprendre les choses, c'est pas tout de suite. C'est un long apprentissage. Et ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas à 20 ans, c'est une évolution, évidemment. Mais en tout cas, tout ce que je vivais, j'essayais d'en faire quelque chose. Et ce long apprentissage, et j'en viens à ma deuxième notion, est-ce que ça suppose de se mettre en danger, dans tous les sens du terme ? Il faut se mettre en danger, ne serait-ce que pour savoir ce que vaut votre chance, peut-être, mais en tout cas, le danger tel que vous l'entendez, l'aventure, c'est le risque. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'aventure. On ne peut pas raconter d'histoire. Souvent, les gens confondent le mot aventure avec le mot découverte. L'aventure, c'est s'exposer. Donc, prendre des risques. Donc, il y a du danger. Et il faut les surmonter. Ce sont des épreuves qui vous améliorent, qui vous apprennent ce que vous êtes, qui vous perfectionnent, et elles font partie de l'apprentissage. Ce qui est intéressant, c'est que je vous interromps, il y a à la fois le danger physique et le danger moral, finalement. Alors, et le danger intellectuel. Quand je parle de danger ou de risque, j'entends aujourd'hui bien plus davantage le risque intellectuel et moral que le risque physique, qui lui est bien identifié. Quand je suis chez les Kurdes, bataille de Raqqa il y a 2 ans, le danger physique, il est évident. C'est une guerre apocalyptique, certainement la bataille la plus incroyable que j'ai jamais vue. Berlin en 1945 devrait ressembler à ça. Des cadavres partout, des combats sans cesse, jour et nuit. Le danger, le risque, il est identifié, il est physique. Mais si je pars au bout du monde, dans une tribu, chez les Saas de l'île Pentecôte, le danger et le risque intellectuel, il est autre, mais il existe aussi. On l'apprend plus tard. Il est par exemple de s'être trompé sur ces gens-là, d'avoir imaginé un Éden ou une nature ou le bon sauvage, tout ce que vous voulez, puis s'apercevoir que c'est pas vrai. Et en fait, ce qui est intéressant à ce moment-là dans l'aventure, c'est que c'est une mise en danger, dans l'apprentissage, de nos idées reçues, de nos préjugés, de ce qu'on nous a inculqué de manière pas toujours juste. Donc on se met à l'épreuve pour chercher le vrai, en fait. Et là, il y a un grand danger, là, il y a un grand risque. On peut rentrer en disant « c'était comme ça, c'est vrai », ou « je m'étais trompé », ou « on m'a trompé ». Ou en tout cas, il faut changer mon jugement. Donc le danger, le risque, les deux sont en couple. Il est intellectuel, moral et physique. Alors on a parlé du danger physique, du danger moral, du danger intellectuel. Vous parlez assez peu d'autres familles, on vous sent assez pudique sur le sujet, il n'y a pas de jugement de valeur, c'est plutôt sain. Mais on ne peut quand même s'empêcher de penser, est-ce que cet homme a eu peur pour sa famille ? Vous avez beaucoup voyagé, notamment avec votre fille qui a ses si longs cheveux, Nathalie, je crois, qui a fait l'admiration de tous les peuples les plus exotiques de la planète, avec effectivement une chevelure très impressionnante. On se dit, voilà, c'est pas anodin de voyager avec ses enfants. Alors, j'ai davantage peur pour ma famille ou mes amis que pour moi. Je dis ça sans forfanterie, c'est comme ça. Si vous parlez de ma fille, là, ma fille aînée, oui, je voulais lui apporter ce qu'elle avait envie, c'est découverte, vivre chez les Saas, chez les Sakudai des îles Mentawai et tout cela. Je parle très peu. J'aime parler de mes amis, je parle très peu de ma famille ou de moi dans mon intimité parce que la vie privée, cette chose dont Google nous dit qu'elle doit disparaître dans la transparence absolue, est pour moi quelque chose de très important. En fait, on protège les gens qu'on aime en n'en parlant pas trop, en étant dans une intimité, une pudeur qui, dans la vie intime de quelqu'un, ou dans son dialogue intérieur, est une liberté et un droit imprescriptible. Donc c'est vrai, je parle très peu de ma famille. De surcroît, dans mes activités, mon action avec les Kurdes, les menaces de mort que j'ai pu recevoir, etc., font que je protège ma famille d'une autre manière, qui est de pas trop en parler. Ce qu'on comprend très volontiers. Alors, quand on voit effectivement la façon dont vous êtes devenu, pour reprendre vos propres termes, contrebandier de chameaux, la façon dont vous avez traversé des déserts, la difficile quête de l'eau, les menaces que vous venez de décrire, enfin, voilà, donc beaucoup de choses qui sont quand même difficiles vues de l'extérieur, on peut se demander parfois, mais au fond, que cherche-t-il au juste ? Encore une fois, vivre intensément, librement,
et être fécond, et ça c'est la littérature. À partir de là, l'utilité que je peux avoir au-delà de moi-même et de vivre la vie que j'ai voulu, c'est de ne pas être indifférent finalement à ce qui m'entoure. Être au monde, ici et maintenant, c'est refuser l'indifférence, c'est se sentir concerné finalement par le monde en marche et ce qui se passe, et de ne pas lui être étranger. J'allais justement vous demander ce qu'était la sagesse. C'est ça pour vous la sagesse ? La sagesse, si je me réfère, en philosophie, j'ai une admiration de plus en plus grande, de plus en plus intense, au fur et à mesure de mes relectures des textes anciens, pour la philosophie grecque et latine, et notamment les stoïciens. Et ils parlent sans cesse de la sagesse. Comme disait Épictète, par exemple, pour le sage, la mort n'est pas à craindre. J'ai fait dire un jour à un personnage d'une de mes nouvelles, l'esclavage commence avec la crainte de la mort. En gros, c'est la même chose. Donc le sage, c'est celui qui arrive à vivre, et là je n'invente rien, je me place dans une filiation de notre civilisation, qui est née en Grèce il y a 2500 ans, et qui est que la sagesse, finalement, c'est la connaissance du monde, le plus possible, pour en déduire une chose simple, ne pas craindre la mort, et donc de vivre dans la sérénité, finalement, de la maîtrise de son temps, de sa vie et de ses actions. Et la sagesse, donc, elle est très éloignée d'une sagesse bouddhiste, par exemple, qui serait celle, ou épicurienne, qui serait celle de se retirer du monde pour vivre en son jardin avec ses amis, de manière assez frugale d'ailleurs, sans s'inquiéter des troubles du monde, pour trouver l'ataraxie qui nous permette finalement de ne pas être troublés, personnellement. Les stoïciens nous disaient l'inverse, il faut s'investir dans le monde, en accepter les troubles, et être heureux de cet investissement dans le monde, dans la vie, dans les autres. Ne pas être étranger. D'ailleurs, quand Terence, le grand poète latin du cercle Scipion-Émilien avec les stoïciens, etc., à l'époque disait « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger », c'est la naissance de l'humanisme, c'était il y a plus de 2000 ans environ, il a tout dit sur le fait que nous ne pouvons pas être étrangers au monde. Et que la sagesse, c'est ce refus, finalement, de l'indifférence. Cette ataraxie, qu'on pourrait, si je ne m'abuse, traduire comme forme de quiétude de l'âme, que vous évoquiez il y a quelques secondes, vous avez le sentiment de l'avoir trouvée ? Non, parce que je ne la cherche pas. Je ne cherche pas la quiétude de l'ataraxie qui est « je ne veux pas être troublé par les choses du monde, donc je m'en écarte et je ne m'en mêle pas ». J'aime le trouble des choses du monde. C'est la tragédie. L'histoire est tragique, la vie est tragique. Et quand on l'accepte, il n'y a plus de tragédie en fait. Il y a une autre forme de bonheur. Et au fond, l'ataraxie, c'est ce refus du monde. Ce refus d'être troublé par le monde. Et je pense que nous devons accepter le monde tel qu'il nous est donné, en fait pour tenter de l'améliorer et de ne pas lui être indifférent, encore une fois. Oui, c'est intéressant. Finalement, le refus de ne pas être troublé conduirait à être indifférent. Donc il faut être troublé. Oui, il faut accepter d'être troublé et trouver dans ce trouble, finalement, une autre forme de sagesse. Une autre forme de sagesse qui est celle de l'acceptation des épreuves. Il y a un traité de Sénèque extraordinaire, il est tout petit, il y en a deux. De la brièveté de la vie, notre seul bien sur Terre, c'est le temps, il ne faut pas le gaspiller. Et le deuxième traité de Sénèque formidable, c'est le traité de la Providence, qui dit très bien que le sage, puisqu'on parle de sagesse, on est toujours sur ce thème, c'est celui qui, si aucune épreuve ne lui vient du ciel ou ne lui est donnée, il doit la chercher. Il doit chercher l'épreuve pour se connaître et mieux connaître le monde. Et donc, c'est un refus de l'ataraxie épicurienne absolue. Et ça, c'est une autre forme de sagesse. Le message n'est pas très compréhensible en notre époque, mais en fait, si on le regarde bien, il est formidable. Et surtout, il est très exaltant pour la jeunesse. Est-ce que toutes ces aventures vous ont, enfin je connais la réponse, mais vous ont permis d'interroger différemment le sens de nos actes et j'imagine que la réponse est oui, mais la question c'est surtout dans quelle mesure ? La réponse est oui, parce que, encore une fois, pour moi, l'aventure, dans ce qu'elle représente, dans sa totalité, l'aventure c'est le dictionnaire de tous les mots de la vie. C'est un outil de connaissance, encore une fois. C'est grâce à l'aventure, qui est l'investissement dans le monde, dans l'acceptation des épreuves et de la tragédie de l'histoire, la capacité à comprendre vraiment le monde. Vous savez, j'étais avec mes camarades philosophes à la Sorbonne, j'étais toujours frappé d'une chose, c'est qu'il y avait cette idée qu'on devait se retirer du monde pour penser le monde.
et que l'abstraction dans laquelle la philosophie devait entrer, dans l'invention des concepts, c'était la connaissance. Et moi, je disais toujours, oui, d'une certaine manière, et non d'une autre manière. Je préfère, comme les stoïciens, penser le monde sur les événements du monde. Donc, par conséquent, il faut que je sois dans le monde. Est-ce que la violence est un concept ? Non, c'est pas un concept, c'est autre chose. Et ça, vous le découvrez quand vous êtes dans la bataille de Raqqa, dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Là, la réalité de ce qu'est la violence collective, vous ne pouvez pas y échapper. Et c'est à partir de ça que vous devez penser. Alors oui, il faut retourner à ce moment-là dans l'amphithéâtre de la Sorbonne, mais penser la chose qu'on a vécue. Cette interaction constante et permanente entre l'action et la pensée, chaque action devant être pensée, chaque pensée devant mener à une action, c'est ça, pour moi, la vraie sagesse. Et elle est tumultueuse, évidemment. Mais après tout, c'est aussi l'aventure. Alors pour terminer, un autre mot, lui aussi philosophique à sa façon, c'est contemplation. Alors, la contemplation qui était toujours chez nos grands philosophes de l'Antiquité une forme de connaissance, en tout cas de vie. Le sage se retirait du monde pour le contempler. Je suis dans une grande forme, dans une grande partie de moi, très contemplatif. Par exemple, beaucoup de gens me disent parfois, comme marin, quand à la barre de Montreuil-Mal, à Boudeux, je fais un tour du monde qui va durer 1063 jours, plus de 3 années. Les gens me disent, mais tu t'emmerdes pas sur un bateau, les longues traversées, etc., des semaines. Et je dis, ce qui est extraordinaire, c'est que quand, par exemple, je vais quitter les Galapagos et partir dans le grand sud du Pacifique oriental vers l'île de Pâques et tout, il faut des semaines de navigation. Et pendant ces semaines, contempler la mer accoudée au bastingage de mon navire est une forme de joie, de bonheur dont on n'a pas idée et dont on pourrait penser qu'elle ne convient pas à un homme d'action. Mais je ne suis pas j'espère en tout cas j'essaye, un homme d'action. Mais la réflexion, c'est aussi la contemplation, et j'ai un profond bonheur à regarder la mer. Vous savez, dans l'aventure m'a appris aussi une chose, c'est qu'il y a un certain nombre de spectacles, de contemplation, qui vous rendent heureux et serein. C'est contempler un feu de bivouac la nuit, pendant des heures. C'est de regarder les nuages qui passent dans le ciel. C'est de regarder la respiration de la mer avec la houle. Et puis aussi, le flux des rivières qui passent devant vous quand vous êtes au bord d'un fleuve ou d'une rivière. Tous ces spectacles de contemplation, de la nature en réalité, qui nous remettent dans la nature, dans ce que nous sommes profondément, c'est de la contemplation pure et c'est aussi une forme de bonheur. Quelle est la différence que vous faites entre voir et regarder ? Alors, c'est une fonction très importante. L'intérêt pour un écrivain de la langue française, c'est sa richesse. C'est le nombre de synonymes qu'on peut utiliser. Voir, c'est entre contempler, voir et regarder. Voir, c'est ce qui nous est donné. Regarder, c'est ce qu'on réfléchit sur ce qui nous est donné. À mes yeux, c'est la définition que je donnerais. Alors, je voulais qu'on revienne un petit peu sur l'humanitaire, parce que vous avez, à partir de la fin des années 70, pris conscience que l'aventure pouvait être une réponse à l'absurdité de l'existence, qu'il ne s'agissait pas effectivement de contempler, mais qu'on pouvait aussi s'engager. Vous êtes rapproché de Bernard Kouchner à ce moment-là, vous avez amorcé un tournant dans votre démarche, et en même temps, aujourd'hui, on sent que vous portez un regard assez critique, quelque part, sur l'humanitaire, enfin en tout cas sur une certaine forme d'humanitaire qui s'est transformée au fil des années pour reprendre votre expression, en charity business avec des logiques commerciales, entrepreneuriales. Alors l'humanitaire a été dévoyé de son sens premier ? Il a changé en tout cas. J'ai eu la chance à l'époque des Boat People, un Vietnamien, on est en 1979, c'est avant la guerre d'Afghanistan, de rencontrer Bernard Kouchner qui montait cette opération, un bateau pour le Vietnam, etc. Je suis allé le voir, j'avais appris ça, et je lui avais dit je pourrais être l'historiographe de cette mission, je raconterai dans un livre tout ce qui va se passer, ça serait ma manière d'y participer. Il m'a dit en avant, d'accord, et j'ai écrit ce livre d'ailleurs qui s'appelait Les autres Vietnamiens. En 1980, il est sorti, je crois. Et j'ai découvert un humanitaire à l'époque où d'abord il y avait que des bénévoles, et où il y avait une énergie, c'était pas forcément très professionnel, très efficace par rapport à aujourd'hui. Mais il y avait une exaltation, une sincérité, une légèreté en même temps, une innocence qui était très exaltante, très sincère et passionnante. Peu à peu, l'humanitaire, et je l'ai vu, après je travaillais pour Médecins du Monde, pour Médecins sans frontières, j'ai participé à la création, à la fondation de Solidarité Internationale avec Alain Boinet, qui en était le directeur pendant 40 ans. Et j'ai assisté peu à peu
à deux choses. La professionnalisation de l'humanitaire, qui était évidemment quelque chose d'extrêmement bénéfique, et en même temps, oui, il y a une forme d'entrée dans l'entrepreneuriat normal, classique et basique, qui était pour moi la face sombre de l'humanitaire, parce que la motivation principale de ce qui nous avait entraînés là-dedans, peu à peu, ça me nuisait. Alors pas dans les nouvelles générations qui arrivaient, qui étaient très innocentes, qui étaient comme nous auparavant, mais à peu, tout cela se normalisait, et après, c'est souvent devenu, effectivement, je n'étais pas le seul à le dire, du charity business, évidemment. C'est la face sombre de l'humanitaire d'aujourd'hui, mais vous savez, c'est comme pour les Nations Unies. On peut et on doit critiquer les formes négatives des choses, de l'humanitaire, Dieu sait s'il y en a, mais en même temps, se rendre compte que s'il n'y avait pas l'humanitaire tel qu'il est né il y a 40 ans, ce serait pire. Voilà. Donc, je me suis retiré de l'humanitaire il y a déjà presque une vingtaine d'années, parce que la façon dont il avait évolué ne me convenait plus à moi personnellement. J'en ai fait la critique, mais modérée, parce qu'il faut que ça continue. Et de temps en temps, je revois mes camarades. Je suis un petit peu tout ce qui se passe, mais ce n'est plus une forme d'action qui me convenait. Puisqu'on parle de la contemplation, pour revenir au terme que j'avais soumis à votre sagacité, il y a aussi la contemplation d'ordre spirituel. Sur ces sujets-là aussi, on vous sent assez pudique, peut-être un peu réservé. C'est votre droit le plus absolu. Est-ce que vous avez envie d'en parler un petit peu et de savoir, de nous dire ce qu'elle représente pour vous, la contemplation, quand on la perçoit sous un angle plus spirituel? Alors, je ne suis pas un homme religieux. Je l'ai été dans mon enfance. On peut dire vraiment que je suis de culture catholique, profondément, et je l'admire. Mais je ne suis pas un homme religieux, et pour moi, tout ce qui est spirituel est extrêmement important, mais dans une sorte de spiritualité laïque qui me permet de sortir des dogmes et de réinventer les choses, finalement, telles qu'un écrivain doit les penser. Parce que c'est aussi notre fonction. Et si je reviens à cela, donc au côté spirituel, par exemple, on me demande souvent, dans les romans que j'écris, les nouvelles que j'écris, pourquoi d'abord ça se finit toujours mal. Je réponds chaque fois, c'est comme la vie, ça se finit pareil. Pourquoi est-ce que c'est souvent tragique, et pourquoi est-ce que ça ne parle pas d'un certain nombre de choses, ça parle d'autre chose? Simplement parce que je considère que la littérature, à mes yeux, mais c'est une fonction très personnelle, il n'y a littérature que si l'écrivain nous parle de quelque chose qui a un rapport avec la condition humaine, d'un de ses aspects ou de plusieurs de ses aspects, mais pas d'autre chose. Donc effectivement, c'est à la fois exigeant, c'est pas très léger forcément, mais en tout cas, ça se place dans la filiation d'écrivains que j'admire, depuis Saint-Exupéry, Conrad, Malraux, Hemingway et tant d'autres, qui se posaient comme question, finalement, un écrivain, si ça n'a rien à dire, ça ferme sa gueule, et si ça dit quelque chose, ça l'écrit. Mais ça doit parler de quelque chose. Je n'ai pas de la littérature une vision, comment dirais-je, le livre pour moi n'est pas fait pour détendre, ou il est fait pour apprendre, il est fait pour comprendre, il est fait pour dire, il est fait pour entrer dans une majestueuse tristesse s'il le faut. En tout cas, c'est pas un divertissement. La littérature, il y a des livres de divertissement, et j'en lis plein pour me divertir, mais c'est pas sa fonction première. Et c'est autre chose. Et quand un type comme Malraux écrit un bouquin dont le titre est « La condition humaine », c'est vraiment dire à un moment donné, à une époque donnée, de quoi la littérature doit parler. Après, on pense ce que l'on veut de Malraux, mais en tout cas, il y a cette tentative. Je pense qu'il y a aussi littérature et écrivain quand il y a la tentative. Elle peut ne pas marcher. Ça peut être mauvais. Ça peut surtout ne pas être compris. On peut être en dehors de l'ère du temps, en dehors des modes. Tout ça n'est pas très grave. Il faut qu'il y ait tentative. Voilà. En tout cas, vous, c'est une belle tentative de montrer la condition humaine dans un autre style que celle de Malraux. Mais on apprend beaucoup de choses dans ce livre et dans tous les précédents. Mais bon, hélas, on n'a qu'une heure d'émission, donc on va ne parler que de celui-ci aujourd'hui. Et je vous retrouve tout de suite sur le plateau. Merci, Patrice Fanteschi. Merci. Merci beaucoup de vous être livré comme ça. Comment vous avez vécu l'expérience? Très bien. Oui, c'est un peu inédit, vous avez dit.
Vous qui avez vécu beaucoup de choses, je ne sais pas si vous avez vécu ça. Non, mais en même temps, disons que la façon dont ça s'est passé, avec les mots qui ont été donnés, non, ça m'a pas spécifiquement troublé de ne pas avoir un interlocuteur devant moi. Même sans fermer les yeux, la voix qui venait me permettait d'avoir quand même quelqu'un, en plus vous l'avez vu avant, un interlocuteur. Quand même. Je ne parlais pas en l'air comme ça. Alors, les éditions Grasset vous qualifient volontiers d'aventurier corse et d'écrivain français. Je crois que vous aimez bien cette... Oui. Parce que finalement, vous êtes effectivement, on le disait au tout début, aventurier et écrivain, mais vous êtes aussi beaucoup d'autres choses. Alors ça, c'est le tout, mais il y a effectivement beaucoup d'autres choses. Et ce qui frappe, effectivement, à la fois quand on lit votre livre et quand on voit votre parcours, c'est à la fois la multiplicité de ce que vous avez fait et la multiplicité de ce que vous êtes. Parce qu'à côté de ça, vous êtes effectivement pilote, vous avez parlé un petit peu de l'ULM, vous êtes... marin, vous êtes cinéaste, vous êtes énormément de choses. Comment est-ce que vous vivez cette multiplicité ? Quand j'étais gamin, mais vraiment, et je lisais, j'avais 10 ans, je me souviens très très bien, ça m'avait marqué. Je lisais le Club des 5, le Clan des 7, vous savez, c'est ce genre de livres pour les gamins de 8-10 ans. C'est des livres qui vous ont marqué ? Oui, simplement parce que je lisais ça et je me disais, là je résume, mais c'est vachement mieux de vivre comme dans ces livres que ce que je vois autour de moi. En fait, il faut vivre comme dans les livres. C'était un truc assez remarquable, c'était une découverte. Il faut vivre comme dans les livres plutôt que comme ce que nous propose le monde, qui est un peu terne, un peu fade. On va vivre comme dans les livres. Bien. Ok, quel défi, mais je trouvais ça génial et très exaltant. Et ensuite, il y avait cette idée que, finalement, vivre comme dans les livres, si on lit 50 livres, la vie est trop courte pour vivre comme dans les livres. On ne peut pas. Donc je n'ai qu'une vie. Et il y avait cette idée aussi un peu folle, oui, je l'admets, c'est comme ça. Eh bien, il faut avoir 1000 vies. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie ? J'ai envie de tout faire. Putain, ça c'est un trouble terrible. Je veux être pilote d'avion, je veux être marin, je veux être soldat, je veux être écrivain, je veux être explorateur. Comment je fais ? On a assez peu parlé, d'ailleurs, on a parlé de l'Afghanistan et des Kurdes, on a assez peu parlé on a parlé un peu de votre parcours dans l'humanitaire, mais vous avez un peu fricoté, si j'ose dire, avec les militaires aussi. Oui, j'ai des soldats. Voilà. Alors, je me suis dit, il faut se créer toutes ces vies. Oui. Eh bien, je vais être pilote, je vais être marin, je vais être soldat, et puis je vais tout faire ça le plus professionnellement possible. Et au fond, puisque je serai libre, en fait, que je n'aurai pas d'emploi, que je ne travaillerai pas, que ma vie, d'une certaine manière, sera une sorte de long week-end, eh bien, je peux avoir le temps de faire tout ça. Je prendrai les risques, et je le ferai. Et il y avait cet objectif. Oui, je serai pilote, je passerai mon brevet de pilote. Oui, je serai marin, je passerai mon brevet de capitaine. Oui, c'était des buts exaltants quand on a 10-12 ans et qu'on commence à 18, à 19, à 20 et qu'on le prolonge toute la vie. Je ne sais pas quelle vie je vais m'inventer demain, mais il y avait tout ça. Donc oui, je voulais sauter en parachute. Oui, je voulais savoir tirer. Oui, je voulais faire des arts martiaux. Oui, c'était... Voilà, j'ai employé ma vie à ça. Vous avez dit quelque chose d'important et je voulais rebondir dessus. Je ne sais pas ce que ma vie sera demain. Et c'est vrai que quand on voit tout ce que vous avez fait, on se demande finalement quels sont les rêves qu'il vous reste à accomplir et ce qu'il vous reste à faire. Ma vie est pleine de regrets de tout ce que je n'ai pas pu faire. Alors qu'est-ce que vous avez envie de faire que vous n'avez pas encore fait ? Par exemple, au moment de la navette Hermès, il y a au moins 25 ans, ils cherchaient des pilotes, etc. Et je m'étais dit, je me porte candidat. À l'époque, je faisais beaucoup de voltige aérienne, etc. Je me dis, je me porte candidat, j'étais jeune, j'avais une trentaine d'années, etc. Et la navette Hermès n'a pas existé. Et mon regret, la frustration que j'ai eue, je ne sais pas si j'aurais été choisi, bien évidemment, mais le fait de candidater, de pouvoir me dire, peut-être je deviendrai astronaute, waouh, ça me plaît beaucoup. Donc vous aimeriez être astronaute, là, aujourd'hui ? Par exemple, évidemment, ça je ne le serai jamais, évidemment. Mais il est trop tard, c'est un regret. Quoi que les voyages sur la Lune, on commence à en parler. Vous, oui, vous êtes un peu contre... Voilà, j'ai bien compris, vous étiez contre le tourisme de masse. Mais enfin... Vous savez, le tourisme de masse, je fais une petite parenthèse là-dessus. L'année dernière, 1,4 milliard d'habitants de la planète se sont déplacés pour des raisons touristiques. 1,4 milliard par avion. Au-delà du problème pour l'environnement, il existe bien sûr, il y a autre chose. C'est que tous ces gens-là, tous ces touristes de masse, donc qui payent pour un voyage, c'est le contraire de l'aventure, qui est de s'exposer. Le tourisme, c'est se protéger. Finalement, ont beaucoup saccagé la planète, les peuples. Quand je parlais tout à l'heure du folklore qui reste aujourd'hui, où beaucoup de peuples, pour survivre, miment ce qu'étaient leurs ancêtres, c'est quelque chose de terrifiant. C'est une forme de néocolonialisme où les Chinois, comme les Américains ou les Français, sont complices. Tout le monde s'y met. Qui est quelque chose par rapport à notre humanité de très triste. Je connais des peuples que j'ai rencontrés il y a 40 ans, je ne dirais pas lesquels, pour ne pas attirer les gens,
qui peu à peu sont entrés dans la modernité, c'était logique et c'était normal, le droit au progrès social, tout le monde doit l'avoir, et puis qui sont revenus en arrière complètement parce que des organisations touristiques, des tours opérateurs leur ont dit mais non, enlevez vos blue jeans, vos montres et tout ça, une plume dans le derrière, et puis on va vous amener des gens, on va vous payer pour ça. Et qui se sont dit bah, c'est une manière de vivre, mais ces zoos humains qui se sont installés sont pour moi une grande tristesse. Voilà, parenthèse du tourisme de masse, soutenons les voyageurs, Dieu qu'il en faut. C'est comme ça qu'on découvre le monde. Le voyageur, c'est celui qui va s'exposer, qui organise les choses lui-même et qui le fait de manière responsable et libre. Et puis arrose sur le tourisme, qui est finalement la marchandisation du voyage et rien d'autre. Vous parliez du Club des 5 et j'avais envie de vous demander justement quel était votre héros préféré. Alors, est-ce que c'est un héros de livre, un héros de film? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu héroïque quand même dans tout ce que vous avez entrepris. Alors peut-être que... Enfin, d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir. Est-ce que vous trouvez qu'il y a quelque chose d'héroïque dans ce que vous avez entrepris? Je vais vous dire une chose. Nous vivons l'époque post-héroïque. Mon ami Gérard Chaliand, grand écrivain politique, un jour m'a dit, tu sais, on a écrit un livre ensemble avec Jean-Claude Guilbert qui s'appelle « De l'esprit d'aventure ». On a tenté de déterminer la différence entre l'aventure et l'esprit d'aventure, qui est la quête intellectuelle de l'aventure. Bien. Et il me disait, nous vivons les temps post-héroïques. Il m'a dit, il y a une vingtaine d'années, j'ai dit, mais au fond, t'as raison. C'est fini Homère. Jusqu'à il y a peu, peut-être il y a 50 ans, 70 ans, 80 ans, je ne sais pas où était la charnière, finalement, nous avions du monde une vision héroïque. Il n'y a plus de héros aujourd'hui? Le héros aujourd'hui, c'est la victime. C'est ça le basculement. La mutation des sensibilités de l'Occident, elle est là. C'est-à-dire qu'autrefois, on admirait, c'était qui les grands? C'était Ulysse, l'ingénieux Ulysse. Et dans les personnages de fiction, c'était Don Quichotte, l'incroyable Don Quichotte. Aujourd'hui, et leur vie était héroïque, leur vie était dans le danger, leur vie était ce qui a fait notre civilisation. Et puis peu à peu, mutation des sensibilités, la sensibilité devient souvent sensiblerie, on arrive à finalement héroïser la victime. Aujourd'hui, on décore les victimes. Je n'ai rien contre les victimes, je les plains. Mais les héros s'admirent, c'est autre chose. Il y a quand même, quand il y a toutes ces personnes qui sont venues sauver des gens au Bataclan, des tas de soldats qui récemment meurent au combat. Ce ne sont pas les héros d'aujourd'hui. Ils le sont 5 minutes. Ils le sont 5 minutes, mais ils sont quand même... Et on revient ensuite, on parle de qui aujourd'hui? Du Bataclan, des victimes. Les héros, c'est terminé. 5 minutes de lumière, parce qu'il nous reste de nos temps héroïques un petit truc, quelque chose, de petits éclats. Alors oui, on admire. Et puis après, on passe à la victime. Et aujourd'hui, quand on regarde autour de nous, c'est la compétition victimaire. Il faut être plus victime que son voisin, en fait, pour en tirer parti. Les Kurdes m'ont appris une chose. Pourquoi les femmes combattantes kurdes n'ont-elles pas eu autant de soutien qu'elles l'auraient mérité en Occident avec les mouvements féministes? Simplement parce qu'elles refusaient d'être des victimes. Et elles combattaient pour s'émanciper, pour ne pas être victimes. Donc quand elles étaient tuées, et en grand nombre, croyez-moi, personne n'allait les plaindre parce qu'elles avaient combattu. Elles seraient arrivées ici en disant, voilà, on est martyrisés, etc., ce qui est le cas. Elles auraient été reconnues. Elles auraient été immédiatement reconnues. Mais elles ne sont pas venues ici, elles sont restées là-bas pour se battre. Et donc, elles ne sont pas des victimes. On a plus quand on pleurniche que quand on bat, en fait, quand on se bat. Mais c'est comme ça. Et le problème, c'est vraiment comme ça que notre monde est en train de changer. Notre société, nous vivons les temps post-héroïques. C'est comme ça. Que voulez-vous? Je pense que si les grands écrivains que j'admire comme Conrad, Hemingway, Saint-Exupéry, arrivaient aujourd'hui, qu'ils regardaient notre monde, ils ne le reconnaîtraient pas. Ils diraient tout ça pour ça. Finalement, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a admiré, tout ce pourquoi on a plaidé, ce pourquoi on a tenté de découvrir quelle était notre nature, notre condition, pour devenir ça, à la fois le consumérisme, l'individualisme, le narcissisme exacerbé, et finalement la fin de ce qui faisait l'exaltation de notre société, avec les temps héroïques. Bon. Ils en seraient désolés, selon vous? Je pense qu'ils seraient... je ne sais pas si le terme... Désolé, c'est un terme, je crois, un peu faible. Il serait, je crois... ce serait je pense que ce serait une tragédie dévasté pour eux de voir que leur civilisation devient cela. Alors, je reviens à ma question sur les héros, parce que vous m'aviez parlé du Club des 5. Est-ce qu'il y a un héros de film, de livre, qui vous a vraiment inspiré, peut-être que vous avez découvert dans votre enfance et qui vous a aidé à vous forger ce que vous êtes devenu? Alors, il y en avait plein qui se mêlaient, hein, etc. Mais ma grande admiration, en lisant l'Odyssée, c'était Ulysse, évidemment. L'ingénieux Ulysse, que rien n'arrête. Il veut juste rentrer chez lui, mais après, évidemment, l'Iliade et tout cela. Mais
il va connaître justement toutes les épreuves possibles et imaginables qui vont faire ce qu'il est. Et puis il y avait quand même Don Quichotte dans la fiction. Et depuis qu'on a perdu la lance de Don Quichotte, finalement, les temps héroïques sont terminés. Et aujourd'hui, si on dit de quelqu'un qu'il est trop comme Don Quichotte, c'est une critique. Ce n'est pas une exaltation de la folie positive. Voilà. Après, il y en a eu plein d'autres, plein de personnages dehors, alors, plus souvent de romans que dans la réalité, parce que, contrairement à ce que l'on dit, la vie romanesque de fiction est toujours, la plupart du temps, plus puissante que la vie réelle. Mais il y avait des gens, de grands aventuriers que j'ai admirés et qui écrivaient aussi, comme Henri de Montfred, avec sa face sombre, le trafiquant, le machin, tout ce qu'on veut, mais waouh, il se passait quelque chose. On avait envie de vivre. On respirait. Ce qui me frappe aujourd'hui, après 40 années d'aventure, de ce que j'ai connu au début et ce que je vois aujourd'hui, c'est que je me sens souvent, parce que la liberté, c'est aussi un sentiment intérieur, je me sens souvent prisonnier, asphyxié. Et j'ai envie de respirer. Et je pense qu'on respire de moins en moins. Et c'est pas seulement par la qualité de l'air. C'est cela, mais aussi le fait que finalement le filet se resserre dans la fin de nos possibilités d'être libres. Alors ça, c'est justement la dernière question que je voulais vous poser, parce que malheureusement le temps passe très vite et qu'on s'achemine vers la fin. Vous portez un regard très lucide sur notre monde. Vous venez de parler effectivement de ce qui vous asphyxie, de ce qui vous étouffe. Il y a effectivement votre regard sur ce qui est devenu l'humanitaire, à savoir du charity business. Et donc je me posais la question de savoir ce qui, dans ce bas monde, vous rend serein, vous apporte de la sérénité. Je n'ai pas vraiment de grande sérénité. Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi vous pouvez vous raccrocher qui va vous apaiser? L'action. C'est l'action qui vous apaise. Bien sûr. J'ai une vision assez sombre de l'avenir. Je pense que les orages de l'histoire se rapprochent, que c'est comme ça. Et j'ai une vision extrêmement optimiste de l'action. C'est-à-dire que rien n'est jamais perdu. C'est une grande leçon aussi que m'ont donné les Kurdes. La grande bataille de Kobané, tout était perdu et rien ne l'était. Et ils ont gagné finalement. L'idée qu'il faille vendre aujourd'hui la jeunesse de l'optimisme est sotte et stupide. Il faut vendre la vérité. Et ensuite, il faut vendre l'optimisme. Là, pour le coup, c'est vrai, de l'action, de notre capacité à faire le monde comme on veut qu'il soit. Mais l'optimisme qui passe par de l'action, pas par une observation béate et passive. Non, il passe par l'idée, encore une fois, moi je veux être acteur du monde, et pas simplement témoin. Et que l'action, c'est ce que je tente à mon niveau à moi, en Syrie avec les Kurdes, d'être acteur des choses pour essayer de faire en sorte que ce soit mieux que ce que l'histoire nous promet. Voilà. Là, c'est pas une sérénité qu'on obtient, mais disons une certaine, comment dirais-je, satisfaction intellectuelle de ne pas être victime, de ne pas être trop en train de subir, ne pas subir, mais d'essayer de faire en sorte de contrer le destin. Donc voilà, mais pour le reste, le monde qui arrive, c'est pas celui que j'attendais quand j'étais jeune. C'est comme ça. En tout cas, on retient votre goût de l'aventure, votre goût de l'action. Et de la littérature. Et de la littérature, absolument. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tous ces sujets. Patrick Franceschi, je rappelle le titre du livre que vous venez de publier aux éditions du Seuil, La vie que j'ai voulu. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne soirée. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO. À bientôt.